tous. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui un webinar issu d'une série pour la WOO Academy. Le sujet, c'est les clés d'un programme influenceur éthique. Alors, je suis Agathe Nicole, fondatrice de WOO, et je suis en compagnie de Solène, qui va se présenter. Donc, moi, c'est Solène, je suis en charge du juridique chez WOO et plus généralement aussi de la conformité éthique de ce qu'on fait. Et notamment, je suis la secrétaire générale de l'association qu'on est en train de créer, qui s'appelle Association pour une influence éthique. On va partager ce webinaire en 3 parties. La première qui va être une introduction générale. Ensuite, on va parler de l'éthique et de l'influence, quelle est la relation. Donc, on parle de notre expertise, nos ambitions, etc. Et puis, on finira, bien sûr, sur le sujet qui nous intéresse, qui est de comment faire de l'influence éthique. Alors, pour commencer, l'influence a changé. Depuis 10 ans, on voit toutes sortes d'influenceurs évoluer et arriver sur le marché. Ça a commencé avec les blogs, puis les Instagrammeurs. Mais l'influence a toujours existé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à tout à chacun de communiquer auprès d'une audience et pour certains, de se former une communauté plus ou moins grande. Des blogueurs aux influenceurs, de vrais métiers se sont développés. On en est la preuve, des agences d'influence, mais aussi des agents d'influenceurs, des influenceurs professionnels qui gagnent leur vie grâce à leur influence, des responsables d'influence chez les marques, bref, plein de métiers qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Ces métiers reposent sur la confiance et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'influence ne repose pas sur le placement de produits. Certains influenceurs sont plus connus aujourd'hui que des égéries, que des célébrités, que des acteurs. On voit les premiers influenceurs comme Chiara Ferragni, Make My Limonade, qui ont même développé, en plus de leur influence, des métiers qui peuvent être des marques de mode et autres. Et du coup, il est très important de garder cette confiance, de rester éthique dans la manière dont on travaille avec les influenceurs. On va en discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous influenceurs. Les marques ne doivent plus parler d'elles, mais faire parler d'elles. Pour cela, peu importe la taille de la communauté, un avis d'un consommateur qui est positif aura toujours plus d'importance que le discours de la marque en elle-même. Ensuite, selon les objectifs de la marque, elle va plutôt travailler avec des nanos, des micros, des macro-influenceurs. Pour les micro-influenceurs, par exemple, on peut travailler avec eux pour avoir beaucoup de contenu parce qu'eux aussi, ils génèrent beaucoup d'engagement. Ils ont un impact qui est très important en local. Les macro-influenceurs vont répondre à des problématiques plutôt de notoriété, de désirabilité. Ils ont une aire d'influence qui est beaucoup plus nationale ou internationale. Et puis les nano-influenceurs, dont on entend beaucoup parler, finalement, les nano-influenceurs, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, c'est ceux qui existent depuis que l'homme existe. Et ces nano-influenceurs sont des personnes qui vont partager avec leurs amis, avec leur famille, leurs opinions, leurs coups de cœur, et qui donc, du coup, ont un impact qui est très, très intéressant, une authenticité qui est encore complètement présente, et qui vont pouvoir, du coup, partager des événements, avoir une prescription de proximité. Du coup, entre éthique et influence, quelle relation il y a? Solène, qu'en penses-tu? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier influenceur, c'est vraiment encore un nouveau métier, finalement, même s'il est exercé depuis plusieurs années. Mais en tout cas, même du niveau juridique, ça reste un nouveau métier qui n'est pas encadré par des règles spéciales. Ça va vraiment être les règles de la publicité classique qui s'appliquent. Et en fait, la reconnaissance du coup de ce nouveau métier, c'est reconnaître aussi qu'il y a vraiment un véritable travail du créatif sur les créations de contenu des influenceurs et qui donc sont des œuvres qui sont soumises aux droits d'auteur. Et donc ces contenus sont soumis souvent à un brief créatif qui est du coup transmis par les agences, par les marques ou les deux. Et c'est pourquoi aujourd'hui les influenceurs cherchent vraiment à faire reconnaître leurs droits d'auteur, leurs droits à l'image. Et cette reconnaissance passe donc par l'établissement de règles éthiques et juridiques.
Et justement, c'est ce qu'on a vu là en 2020 avec les créations des premiers syndicats. Alors, on a celui en Grande-Bretagne, où du coup qui s'appelle The Creator Union, qui a été créé du coup en 2020. Donc il y a une volonté accrue et bien ancrée de faire valoir leurs intérêts, et notamment par rapport au fait de traiter de manière juste comme n'importe quel métier, afin d'être vus comme de réels entrepreneurs et faire taire les critiques un peu négatives, disant qu'ils n'exercent pas un vrai métier, alors que c'est une véritable création de contenu qui convient à tous les acteurs de respecter. Et aux États-Unis, on a eu le même type de syndicat. Donc, c'est un peu le même principe avec les mêmes objectifs, sauf que derrière, il y a un réel travail de pédagogie auprès des influenceurs, des marques et des agences. Et ça rejoint un peu notre façon de fonctionner, parce qu'on pense que tout passe surtout par la pédagogie de tous les acteurs du marketing d'influence. Parce que pour nous, sans la pédagogie, c'est impossible de faire bouger les choses et surtout d'intégrer une éthique pérenne. Donc, on voit que les initiatives de ces syndicats ont pour but de protéger le travail créatif des influenceurs et aussi qui témoignent donc d'une volonté de faire valoir leurs droits et de se regrouper pour avoir plus d'impact et faire changer les choses. Mais tout n'est pas encore rose. Car du coup, les valeurs et les idées qu'ils veulent promouvoir et qu'ils veulent qu'on respecte ne sont pas encore effectivement appliquées. Pourquoi? Parce que, par exemple, on voit qu'il y a eu des problématiques de plagiat de d'autres marques et des conduites non éthiques. Par exemple, là, on avait cette influenceuse qui a plagié un masque d'une grande marque. Donc, en termes de transparence, loyauté, authenticité et du coup, respect des créations, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Et on voit aussi, par exemple, sur cette photo donc d'un autre influenceur qui donc fait partie, bien évidemment, de ces syndicats. On voit bien que du coup, tous les influenceurs sont de la même couleur de peau alors qu'ils prévalent une certaine diversité. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas encore parfait, mais on voit qu'en tout cas, initialement, il y avait cette volonté. Ou encore cette influenceuse qui fait la promotion de marques qui sont des copies conformes en fait de grandes marques ou de luxe accessible, mais à moindre coût. Et donc, les règles de production sont plus que douteuses et surtout pas vraiment éthiques. Donc, on pense que l'éthique, pour qu'elle soit au centre de l'influence, il faut que toutes les parties, donc marques, influenceurs et agences, soient impliqués et non pas juste les influenceurs. D'autre part, on voit que les influenceurs cherchent à évoluer dans un cadre doté d'une certaine sécurité juridique. Et là, on va faire un petit zoom sur la protection des mineurs en particulier, parce qu'on voit que, par exemple, 2 des plus gros comptes TikTok sont tenus par des mineurs qui sont bientôt majeurs, mais en tout cas, quand ils ont commencé, ils étaient mineurs. Et donc, c'est vrai que ça leur soulève une grosse question donc, de la protection des mineurs, parce qu'ils ont développé une énorme notoriété sur les réseaux sociaux, donc de par l'originalité de leur contenu, ou encore protégés par les droits d'auteur, toujours, mais aussi en s'adaptant à un public qui est très jeune, finalement. Et du coup, c'est vrai qu'en France, on n'avait pas vraiment de cadre légal particulier. On se basait vraiment sur les règles juridiques qui encadraient du coup l'activité des enfants artistes ou mannequins. Et donc là, aujourd'hui, heureusement, on a un projet de loi qui est en cours, qui justement va encadrer en particulier cette activité donc, des mineurs sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube et TikTok. Voilà, donc il y a pas mal de règles. En tout cas, il y a des lois qui existent pour les mineurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'existent pas encore sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très important aussi, et surtout, c'est le respect des consommateurs. Ces consommateurs qui demandent
des informations de confiance qui vont suivre des personnes à forte influence. Et donc, la transparence est le maître mot de ce qu'on va rechercher, de ce que le consommateur recherche. Et il va falloir aller dans ce sens-là pour pouvoir avancer et faire des campagnes d'influence au sens large du terme. Là, par exemple, on a mis des petits exemples assez flagrants. Vous pouvez voir que le produit est mis en évidence de manière assez évidente et pourtant sur le post, il n'est pas indiqué forcément que c'est un post qui est sponsorisé. Donc, sur les posts en général, la première chose, ça va être la transparence envers le consommateur en indiquant que la publication est sponsorisée avec des hashtags qui peuvent être ad, sponsor ou autres. Il y a aussi la particularité de pouvoir mettre partenariat sponsorisé par, etc. Mais en tout cas, la transparence commence comme ça, c'est-à-dire que les influenceurs doivent indiquer quand ils sont rémunérés ou quand le produit provient d'une marque en général. Parce qu'on peut aussi s'y perdre. Typiquement, 2 exemples. On a l'impression que c'est exactement la même photo qu'on vous montre. Pourtant, il y en a une des 2 qui est faite par un influenceur qui a été invité dans cet hôtel pour pouvoir créer des contenus, partager une expérience et donc faire bénéficier à ce lieu de son influence et de sa notoriété. Et à côté, la photo d'un consommateur lambda qui a pris cette photo, qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Là, pour savoir qui est influenceur, qui est consommateur, qui a été rémunéré pour produire un contenu ou pas, il va falloir indiquer de manière claire que c'est une publication sponsorisée. Si on parle un peu, avant de rentrer concrètement dans ces règles qui sont importantes que tout le monde se fixe, notre originalité chez WOO, pour parler rapidement de nous. Donc WOO, on est une entreprise qui s'occupe de réfléchir, de créer des stratégies d'influence et social media pour les marques. En fait, nos 5 ans ce mois-ci. Ce qu'on recherche avant tout, c'est ce qu'on disait au début, c'est clairement pas de faire du placement de produits parce qu'on pense que pour que l'influence soit pérenne et efficace, il faut que le consommateur puisse intégrer une histoire et se projeter dans quelque chose qui l'intéresse. Du coup, on va mettre en place des campagnes pour aujourd'hui un peu plus de 300 marques où on crée de A à Z un concept, on va analyser, faire des benches, ce qui fonctionne pas, comment l'influence évolue et comment la marque va devoir prendre la parole pour être le plus efficace possible en fonction de ses objectifs. Parce que bien entendu, une marque qui veut de la notoriété ou une marque qui a besoin de drive to store ne vont pas faire les mêmes campagnes. Donc, on a plusieurs métiers, on est 70 personnes dans l'entreprise, des métiers, des chefs de projet, des planeurs stratégiques, des social media managers, des directeurs marketing, d'innovation, des développeurs. Et du coup, voilà, on est 70 experts de l'influence au sein de la société. On a une approche qui est assez globale de l'influence, puisque à la fois, on va agir sur le brand content des marques, qu'est-ce qu'elles doivent produire, comment le publier, en même temps, comment elles doivent s'exprimer sur les réseaux sociaux, et surtout, comment elles vont pouvoir amplifier et avoir un message qui est efficace grâce aux influenceurs. Ensuite, choisir les nanos, les micros, les macro-influenceurs. L'approche est assez globale et s'adresse à tout type de marques, puisqu'on travaille avec des toutes petites marques comme des grandes multinationales en France et dans les autres pays. Et puis surtout, ce qui est important pour nous depuis le début, quand j'ai créé WOO, j'étais sûre que c'était les boîtes éthiques qui fonctionneraient dans le temps. Et surtout, l'éthique fait partie de nos valeurs clés et qui sont importantes. L'éthique passe par la bienveillance, par notre rapport avec nos clients et avec nos prestataires, qu'ils soient influenceurs, photographes ou autres. Et l'éthique, c'est bien sûr aussi d'être responsable, donc tout le côté environnemental qui nous tient à cœur, mais aussi
sociale, protéger la diversité. On travaille avec des marques et des associations de tout type pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Et une influence responsable, ça passe aussi par des règles qu'on doit se fixer pour pouvoir être plus éthique et agir de la bonne manière. Et agir de la bonne manière, ça va passer par pérenniser, enfin ça va être important pour pérenniser ce métier, mais ça va aussi passer par des règles qu'on se fixe, qui sont des règles que tous les acteurs doivent s'approprier, que ce soit les agences, les marques ou les influenceurs. Voilà, donc éthique et influence, quelles actions? Donc, on a cette charte qui est disponible, que vous pouvez aller regarder sur Internet, qui s'appelle la charte éthique du marketing d'influence, disponible et que je vous invite à signer si vous en avez envie. Donc, parmi ces actions, donc en plus de la création de la charte d'éthique, WOO a rejoint l'ARP en 2019. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons, notamment le fait que l'ARP est la première autorité française, donc c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité d'ailleurs. Donc c'est la première autorité française à avoir donné, avoir édicté en tout cas des règles précises en matière de transparence, notamment des influenceurs. Donc ça va surtout être dans les hashtags. C'est vraiment elle qui a prôné le fait de préférer plutôt un hashtag sponsorisé par plutôt qu'un hashtag AD, parce que c'est plus clair, c'est français, et donc forcément, ça va être plus parlant pour nous tous. Ensuite, donc, nous avons créé la charte d'éthique du marketing influence en décembre 2019. Donc c'est une de nos plus grandes fiertés. Donc, elle a été à l'initiative du comité éthique qui a été créé un petit peu avant. Elle est structurée de manière à ce que chacun des acteurs sache où se référer afin de voir quelles sont les règles qui s'appliquent à son fonctionnement directement. Elle est ouverte à tous. En fait, c'est le but de la charte d'éthique. N'est pas de normaliser l'éthique, parce que ce n'est pas du tout notre façon de voir l'éthique, mais plutôt de poser par écrit notre vision de l'éthique et surtout de la transmettre à travers un document qui soit accessible, qu'on puisse lire de manière simple et rapide, afin qu'on puisse montrer en quoi donc, les agences, les marques et les influenceurs, donc tous les acteurs principaux du marketing d'influence peuvent changer les choses ensemble. Et donc, c'est en aucun cas un engagement contractuel, c'est plutôt un engagement moral. En y apposant notre signature, on s'engage plutôt moralement à participer du coup à ce changement et à pérenniser ce secteur qui est très particulier, mais tout à la fois particulier que passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette charte, on l'a co-créée avec les différentes parties du marketing influence. Donc, au sein de ce comité qui s'est réuni plusieurs fois pendant l'année 2019, on retrouve des marques, des influenceurs, des avocats, des chercheurs, ce qui nous a permis d'avoir les points de vue de toutes les parties pour être le plus juste possible, parce que peut-être que des influenceurs nous écoutent aujourd'hui, des marques ou des agences, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que plus l'influence évoluait, plus on avance dans le temps et bien sûr plus elle se professionnalise, plus on a connu des dérives et des choses qui n'ont pas forcément arrangé par moment la vision que certains acteurs extérieurs pouvaient avoir des influenceurs ou des campagnes d'influence. On ne va pas forcément rentrer dans on ne va pas citer d'exemples particuliers, mais ce qui est sûr, c'est que pendant les 5 dernières années, on a vu des influenceurs s'exprimer sur des sujets dont ils n'étaient pas du tout légitimes. On a pu voir aussi des influenceurs, je sais pas moi, 100 influenceurs parler le même jour d'un produit qu'ils n'avaient pas forcément testé avant d'en parler. D'autres qui ont peut-être, parce que forcément les marques faisaient appel de plus en plus à eux,
ont pu, en tout cas, ne pas se retrouver à faire des collaborations qu'ils pouvaient regretter. Et d'un côté des marques, le fait de travailler avec des influenceurs a aussi apporté quelques dérives qui étaient de ne pas laisser les influenceurs assez libres dans leur création de contenu, ne choisir les influenceurs que par la taille de leur communauté, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en se réunissant avec tous ces acteurs, on a pu réfléchir à des règles qui nous semblaient logiques, qui étaient du coup validées par toutes les parties et qui vont donc nous permettre d'avancer dans un marketing d'influence plus éthique. Et pour finir, notre ambition, elle est aussi dans le partage, dans la formation. C'est pour ça qu'on a créé la WOO Academy. Donc, techniquement, ce webinaire fait partie de la WOO Academy. La WOO Academy, c'est le fait qu'on partage des bonnes pratiques et de l'expertise à différents acteurs. Donc, on peut effectivement être présent auprès des marques pour les aider à savoir comment construire des campagnes d'influence ou en tout cas étudier des secteurs, mais aussi aider les influenceurs à se retrouver dans cette jungle de l'influence, comme on peut l'appeler, en aidant que ce soit les nano-influenceurs qui ont besoin d'avoir des bonnes pratiques, comprendre comment faire grossir leur communauté, les micro-influenceurs qui ne sont pas encore professionnels, mais qui sont de plus en plus sollicités par les marques et qui n'ont pas forcément la bonne visibilité et encore assez d'expérience pour savoir comment bien faire leur contenu. Et puis, ces influenceurs professionnels, comme le disait Solène tout à l'heure, qui ont besoin par moment qu'on les aide, qu'on les accompagne dans le discours qui est fait aux différentes parties, que ce soit les marques, les agences ou même de parler, de discuter de ce métier qui évolue et qui change tous les ans. Comment faire de l'influence éthique? Là est la question. Donc, on va s'intéresser maintenant plus précisément à tout ce qui va faire que l'influence sera plus éthique. Donc, on va commencer par comment faire de l'influence éthique pour un influenceur. Donc, plusieurs choses sont importantes pour les influenceurs. La première, c'est l'authenticité, qui est essentielle. On en a parlé. Finalement, un consommateur ou un membre de sa communauté, en tout cas pour avoir de la crédibilité et puis pour aussi garder sa communauté, tout simplement, il va être important que les influenceurs restent authentiques. Authentique, ça veut dire qu'ils doivent rester objectifs dans la présentation qu'ils font des produits, c'est-à-dire, a priori, personne n'aime tout. Et donc, le choix des collaborations reste important. Il est important que l'influenceur parle des produits qu'il aurait pu acheter lui-même, en tout cas qui font partie de son univers, et donc qu'il reste objectif par rapport à tout ce qu'il va dire à propos de ses produits. La deuxième chose, c'est que la construction naturelle qu'il va faire et organique de sa communauté. Donc bien sûr, voilà, vous allez me dire que c'est évident, mais la manière dont a été bâtie la communauté d'influenceurs a un énorme rôle puisqu'elle va avoir des répercussions derrière quant à son engagement, quant à sa crédibilité. Ensuite, il est important aussi de garder un équilibre entre les contenus qui sont sponsorisés et non sponsorisés. Ça peut paraître tout simple, mais il est important, je pense, que quand on suit quelqu'un, la communauté attend à ce qu'il y ait des contenus qui soient non sponsorisés et qui viennent de l'influenceur lui-même, sans qu'il y ait de marque derrière. Donc pour ça, par exemple, dans la charte, à propos de l'authenticité, nous avons écrit qu'il doit y avoir plus de 50% du feed de l'influenceur qui doit être non sponsorisé et plus de 60% des stories. Ensuite, le deuxième point, c'est la transparence. La transparence, on en a aussi beaucoup parlé pendant ce webinaire, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un discours qui soit très clair de la part de l'influenceur quant au fait que sa collaboration soit sponsorisée ou non. Et donc, il indique
et qui le matérialise avec des hashtags qui vont être sponsor, partenariat, ad, etc. Ou encore une fois, publication sponsorisée qui peut mettre en avant sur son post. Donc la transparence est la deuxième partie, la sincérité, on ne le dira jamais trop, mais il faut qu'il soit sincère avec sa communauté. Et donc typiquement, être sincère avec sa communauté, ça va passer par exemple par le fait de tester un produit avant d'en parler. Donc pareil, ça peut paraître peut-être évident, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. En tout cas, nous, par exemple, chez nous, on s'engage à laisser le temps aux influenceurs de tester le produit avant d'en faire part à sa communauté, afin qu'ils puissent avoir un avis sincère envers celle-ci. Le point d'après, bien sûr, c'est la légitimité pour l'influenceur, donc qu'il ne parle, et donc que vous parliez, s'il y a des influenceurs qui nous écoutent, de ce pourquoi vous êtes légitime. Il va être important de ne pas s'aventurer dans des sujets dont on n'a pas l'expertise ou qui ne sont pas maîtrisés, tout simplement parce que derrière, il y a une communauté qui va ensuite écouter, pourquoi pas partager, transmettre ce qu'on va l'information qu'elle va recevoir. Et donc, il est important que cette information provienne de quelqu'un de légitime pour qu'ensuite elle puisse être partagée. Et le dernier point, c'est la loyauté. La loyauté envers les marques avec qui vous travaillez. Donc ça, c'est important, par exemple, de ne pas faire la promotion de produits concurrents à la suite. Donc, par exemple, dans la charte, on va l'exprimer de manière à ce qu'il faut laisser 2 semaines entre chaque prise de parole pour des produits qui peuvent être concurrents. Donc, pas de post, pas de produits concurrents 1 semaine avant, 1 semaine après. Ainsi, ça va aussi, bien sûr, vous permettre d'avoir une reconnaissance de votre communauté, parce que la communauté ne comprendra pas forcément qu'un influenceur parle le lundi d'un produit d'une marque, le mardi de son concurrent et le mercredi d'un autre concurrent. Donc, toutes ces règles-là qu'on cite ont pour but, bien sûr, de protéger l'influenceur, de protéger les marques aussi, mais surtout, tout ce qu'on fait et tout ce dont on parle a pour but de pérenniser ce métier auquel on croit beaucoup. Et voilà, et donc on n'est pas là pour… je pense que cette charte n'a pas objet de punir, mais vraiment d'aider à avancer et à pérenniser. Et ensuite, on va parler maintenant de cette charte d'un point de vue pour les marques, ce qui est important. Donc pour les marques, il y a plusieurs choses qui vont être primordiales. La première chose, c'est la clarté dans les objectifs. Donc, la marque, elle s'adresse à une agence ou à un influenceur, il va être important qu'elle transmette les informations qui vont permettre à l'acteur en face de faire la meilleure proposition. Donc, typiquement, d'être transparent sur les objectifs. Est-ce que la marque veut faire du direct to store, de la notoriété? Est-ce qu'elle veut augmenter sa communauté? Peu importe ses attentes, de les communiquer va permettre à la personne en face de faire la meilleure proposition. Et donc d'être plus efficace. La deuxième chose, c'est la pertinence. Et donc, la pertinence, on en a un tout petit peu parlé aussi, mais ça va être dans le fait de travailler avec des influenceurs et de travailler le casting qui va coller le mieux possible aux attentes de la marque. Et donc, typiquement, de ne pas s'adresser que à des influenceurs forcément qui ont… de ne pas regarder que la taille de la communauté, mais de regarder derrière quel type de contenu l'influenceur produit, quel est son univers, quelles sont ses valeurs, ses intérêts, afin de coller au mieux à la marque d'une part, mais aussi à la communauté de cet influenceur d'autre part. La patience qui est aussi quelque chose d'important. Il faudrait, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de revendiquer, laisser du temps aux influenceurs de créer leur contenu, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Déjà, d'une part, comme on le disait juste avant, pour tester le produit, se l'accaparer, mais aussi pour qu'il ait le temps ensuite d'être le plus créatif possible et d'intégrer ce produit dans son quotidien. Ensuite, un autre point qui est très important pour nous, c'est le respect de la créativité.
Donc, laisser la place à l'influenceur de mettre en avant sa créativité comme il l'entend, puisque si vous avez choisi cet influenceur, c'est que son univers, a priori, vous convient. Il va être ensuite important que l'influenceur puisse se l'approprier. Et une autre des règles qui est importante, c'est le respect de l'environnement. Donc, bien sûr, il y a des contraintes qui existent et qui ne sont pas forcément toujours simples à appréhender. Mais par exemple, privilégier le train plutôt que l'avion. Pour les vols, pour les voyages, pour les expériences, essayer de faire des expériences de plus de 48 heures ou de 72 heures, c'est-à-dire ne pas faire prendre l'avion pour faire un aller-retour dans la journée. Éviter le gaspillage du produit et du packaging, c'est très important aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une association pour éviter ce gaspillage. Donc voilà, des règles qui sont importantes, je pense, pour pérenniser ce métier. Et donc, on vous a fait part de nos outils pour faire de l'influence éthique au niveau des influenceurs et des marques. Mais il y a aussi des règles pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif phare, en tout cas, dans toute communication, c'est quand même la protection de la communauté et donc des consommateurs. Et pour cela, en tout cas, en France, on va avoir un cadre juridique assez vaste. On va avoir de nombreuses dispositions légales qui vont être au quotidien de véritables outils pour nous, comme par exemple la loi pour la confiance dans le numérique, qui est une loi assez particulière, qui est assez récente, qui date de 2004, et en plus qui n'hésite pas à utiliser le terme confiance carrément dans son titre, justement pour témoigner de cette volonté vraiment de vouloir réguler ces nouveaux métiers. Donc, il est important d'y faire, de s'y référer, tout simplement, comme le code de la consommation, par exemple. Et aussi, il est important, dans un second temps, d'adapter sa campagne d'influence aux règles particulières. Et là, on pense surtout aux lois spéciales de type loi E20, qui est la loi qui régit la publicité autour de l'alcool, le tabac particulièrement, car faire de l'influence sur l'alcool, c'est possible, de manière éthique, oui aussi, également. Le but est justement d'anticiper en amont toutes ces dispositions et de doter à la fois les influenceurs, nous-mêmes en interne et les marques, d'outils afin d'anticiper tout risque et d'être le plus clair possible, surtout de ne pas véhiculer un message publicitaire qui soit un petit peu ambigu quant à la consommation d'alcool, toujours dans une optique aussi de protection des mineurs. Et donc tout ça, ce sont des lois qui sont très précises et qu'il convient de respecter absolument. Et pour revenir sur le tabac, par exemple, c'est important toujours de faire des veilles juridiques permanentes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour le tabac, la publicité pour les vapoteuses est interdite, mais que depuis très récemment. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne savait pas à une certaine époque. Et on a pu voir passer justement des communications sur ce type de produit qui est désormais interdit. Donc, c'est aussi notre rôle à la fois auprès des influenceurs et à la fois auprès de nous-mêmes de respecter toutes ces règles et de vraiment se mettre à jour. Parce que, encore une fois, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la pédagogie auprès des influenceurs est vraiment l'élément clé pour nous, mais pas que auprès des influenceurs, aussi auprès des marques, en tant que nous, par exemple, en tant qu'intermédiaire entre la marque et l'influenceur, car pour nous, c'est vraiment la clé de la pérennité de l'éthique, pour le coup. Et enfin, c'est important d'intégrer les valeurs juridiques à l'élaboration des campagnes. Donc, quand on parle de valeurs juridiques, on parle de protection des mineurs, bien évidemment. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'influenceurs commencent du coup leur activité très jeune. Donc, heureusement, un projet de loi est en cours. Heureusement. Et en fait, nous, on sait que
on doit passer par des agences de mannequins pour faire de l'influence, incluant les prestations de mineurs. Et à cet égard, on a mis en place un partenariat avec une agence de mannequins qui s'appelle NoCast. Et on est très content de ce partenariat parce que c'est une agence qui partage vraiment nos valeurs éthiques. Donc, c'est très intéressant déjà d'avoir un partenariat avec ce type d'agence et aussi d'anticiper justement la mise en vigueur de cette loi. Voilà. Et pour finir, donc, parce que on arrive à la fin de cette présentation, donc déjà n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on va, pour finir, s'interroger. Je sais qu'on parle beaucoup ces derniers temps d'éco-influenceurs, d'influenceurs éthiques, etc. On a vu que l'influence évoluait aussi parce que les influenceurs prennent de plus en plus la parole sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui sont importants pour la société. On l'a vu pendant le confinement. Typiquement, je ne sais plus combien le ministère de la Santé a de followers, mais on n'est pas sur une énorme communauté. Mais de voir tant d'influenceurs reprendre les gestes sanitaires, se les approprier, les répéter à leur communauté, a bien entendu un effet très positif sur l'impact qu'ils ont et puis sur l'impact, pour le coup, même d'un point de vue santé, etc. Mais en tout cas, on voit aussi beaucoup d'influenceurs de plus en plus prendre la parole sur des sujets sociaux, sur le racisme, sur l'égalité femmes-hommes, sur toutes les causes LGBT. On voit que les influenceurs, en évoluant, parce que le métier évolue, on voit aussi ces influenceurs évoluer avec et prendre la parole sur des sujets qui sont de plus en plus engagés. On vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à regarder le replay de l'événement, le WIF, qu'on a fait il y a quelques jours, qui était sur le thème éthique et solidarité numérique, où des influenceurs sont venus notamment prendre la parole sur ce sujet, mais également des marques. Voilà, donc en tout cas, ça fera l'objet d'un autre webinaire où on va parler beaucoup plus RSE, influenceurs éthiques, éco-influenceurs, etc. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et voilà, ravie d'avoir partagé ce moment avec Solène. J'espère que ça vous a plu. Et nous sommes là si vous avez des questions.